Le milieu du clergé est un milieu fermé. Et comme toute organisation fermée où il y a une certaine omerta, c'est très malsain. S'il y avait des médailles d'or en manipulation, il aurait été aux Olympiques. Il y a plein de gens impliqués, des dossiers cachés. C'est ça le cabouché. Cette présentation s'adresse à un public de tous âges. Il s'agit maintenant de la rupture définitive entre l'Occident et la Russie. Go further back, go to the Cold War, and the Arctic was very much front and center in the conflict between the West and the Soviet Union. And a lot of these conditions are starting to return. En février 2022, la Russie s'est mise à attaquer l'Ukraine. Depuis, des experts militaires, des historiens et des diplomates craignent une troisième guerre mondiale. Et le Canada pourrait bien être plus proche de la ligne de front que jamais. La guerre est envisageable simplement parce que les Russes parlent depuis plusieurs années déjà de la Troisième Guerre mondiale. La Chine voit la Russie comme une source d'approvisionnement. Xi Jinping se sent investi d'une mission céleste. So, is Canada at risk? Absolutely. There's no question whatsoever. And anybody who is pretending otherwise just simply is, well... La Russie multiplie les bases militaires lourdement armées à nos portes en Arctique, au moment même où les changements climatiques font fondre notre protection naturelle, la glace. Nous nous sommes rendus à Cambridge Bay, un de nos 2 seuls villages habités de l'île arctique de Victoria, au Nunavut. De l'aéroport, nous avons roulé pendant un peu plus d'1 heure vers le nord, sur une route de terre battue, pour rencontrer l'homme qui est ici le visage de la défense canadienne, Jimmy Evalik. People do a lot of gill netting in these lakes. They get a lot of trout and Arctic char in the fall. They put nets under the ice, which is fun. In the fall time, when you come out on the ice, it's about 2-3 inches thick, and the ice is just clear like glass. And you look at the bottom of the lake, you'll see where the fish are gonna lay their eggs. Pretty neat. And could also see them swimming too when the ice is glass, when you're on the ice there, yeah. When it's like 4 inches thick. Yeah. See the fish swimming around. It's cool. Yeah. Hormis le mont Pelé, rien n'obstrue notre champ de vision. Le vent balaie l'horizon sans aucun obstacle. Pas une montagne, pas un arbre, pas un immeuble. Ce territoire immense et quasi désert pourrait bien devenir notre talon d'Achille et celui de toute l'OTAN, dont il représente la frontière nord-ouest. Mais la présence militaire permanente se résume à 340 hommes et femmes en uniforme. Le Canada fait donc appel aux premiers habitants de ces terres pour lui donner un coup de pouce, les Inuits.
Ils comptent pour plus de la moitié des résidents de l'Arctique et connaissent leur terre, Inuit-Nunangat, mieux que quiconque. Les Forces armées canadiennes ont fondé en 1947 le corps des Rangers, une unité spécialisée constituée presque exclusivement d'Inuits. Les Rangers sont des volontaires, membres des forces de réserve. On en compte environ 1600. Comme tous les réservistes, la défense n'est pas leur activité principale. Ils n'ont ni les mêmes salaires, ni l'équipement des militaires professionnels. Les Rangers reçoivent un petit montant forfaitaire annuel et de quoi s'acheter de l'essence et des munitions. We're the eyes, the ears, and the voice of the Canadian military. And if we do see something odd, then we phone the headquarters right away and let them know what we saw, and then they can work on it from their end. Lorsqu'ils se rendent à la chasse et à la pêche, ils sont constamment à l'affût, les yeux rivés sur l'horizon. De temps en temps, ils patrouillent le territoire en groupe, au volant de leur propre véhicule, leur propre carabine en bandoulière. C'est comme ça qu'ils assurent la majorité de la surveillance terrestre dans tout l'Arctique canadien. Avec les radars et les satellites, ils veillent à notre souveraineté et à notre sécurité sur notre front nord. I've been involved with the Rangers for about 26 years. Be 27 next month. You learn a lot of stuff through Rangers. I never knew how to map read or how to read the GPS. Why did you decide to join the Rangers? Just for like adventure, like learn new stuff actually, just to learn new stuff. And since I joined, I enjoyed every bit of it. And fishing. Yeah, that's right. Yeah. You learn something from them. So, Unach is hot. Le corps des Rangers a été créé pendant la guerre froide, à l'époque où les radars du NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, étaient en pleine construction. À cette époque, nous nous sentions protégés de la menace russe, maintenus à distance par la banquise, infranchissable. Ici, au Nunavut, nous sommes géographiquement plus proches de la Russie que de toute autre grande ville canadienne. La Russie occupe davantage son côté du cercle polaire que les autres pays arctiques et s'est armée pour le défendre, avec des dizaines de sites militaires et une marine exclusivement dédiée à l'Arctique. Aujourd'hui, notre voisin russe demeure notre principale menace militaire dans le Nord. Mais les technologies ont changé, tout comme la situation géopolitique et le climat. De plus en plus de questions se posent quant aux capacités actuelles de notre ligne de défense du Nord d'assurer notre sécurité. C'est pour ça que nous avons voulu aller voir de nos propres yeux. Notre immense territoire arctique est très peu patrouillé. Le gros de nos activités militaires s'y déroule lors des exercices Nanook, qui ont lieu une fois chaque hiver et une fois chaque été. Les soldats basés au sud du pays en profitent pour apprendre les techniques de survie arctique, participer à des simulations d'invasion étrangère ou de missions de sauvetage. À l'été 2022, 200 militaires de la force terrestre et de l'aviation y ont participé, en plus de 3 navires de la marine. I'm down there to go prepare the military guys that are going to be coming up in August, what to take, what to bring, what to do out on land, what not to do out on land, and to respect the Rangers when they're here. Listen to every word that the Ranger tells you. He gave us recommendations on footwear, recommendations on what types of gloves we should wear, especially with all the shale around. He had so much information, it was excellent. He gave warnings about the water because we were all very excited about being on the Arctic Ocean and we were all hoping we'd go swimming. But Jamie let us know that we can't go swimming because the undertide is so strong. So that was a little bit of a bummer for a lot of us.
On a tellement à apprendre des Rangers. Je ne crois pas que sans les Rangers, on pourrait opérer dans le Nord de la façon qu'on le fait présentement. I just finished my trades training, so this really is just a way for me to put my skills to use for the first time. It's the first operation I've ever been on, and the first time I'm going to be in a military plane. So I'm super excited about that. So hopefully whatever I learn, I'll be able to bring back to my home unit. This will be my first time ever to the Arctic, and I'm actually really looking forward to it. It's important for everyone to know that we still have a presence in our far north. There's always the possibility of there being a foreign country within our land. It's 100% possible. You can read about it in the news, it does happen. And for us to have the presence there again is to make sure that it's known and for deterrence. On s'en va à Cambridge Bay parce qu'on a une belle vue sur le passage du Nord-Ouest. C'est un des passages les plus occupés dans le nord du Canada. Ça a une importance tant au niveau stratégique, économique, étant donné l'importance du trafic qui se passe dans la région. A major role that Cambridge Bay plays in both sovereignty and security issues is partly its location as one of the most northern communities that Canada has. L'opération Nanook 2022 s'est déroulée en août à Cambridge Bay et dans les environs. C'est le colonel à la retraite Pierre Leblanc, ex-commandant de la force opérationnelle interarmée Nord, qui est à l'origine de l'opération Nanook. Les exercices Nanook sont des exercices annuels qui sont très importants. Ils occupent beaucoup des ressources que nous avons déployées dans l'Arctique. Ils permettent de maintenir la compétence pour opérer dans une zone qui est complètement isolée, dans des circonstances qui sont très difficiles, surtout au niveau de l'environnement, compte tenu des très basses températures, les défis posés par la glace, le manque d'infrastructures. We're so isolated that they need us out here when the military come up and then we train them on the land and Arctic survival mainly. En raison de son emplacement stratégique, Cambridge Bay abrite un des plus importants radars du système d'alerte du Nord du NORAD. Ce système repose sur un chapelet de radars de courte et de longue portée construit pendant la guerre froide. On l'appelait alors la Dewline. The Dewline site at Cambridge Bay is one of the most important. Not only is it a listening post per se in terms of the radar sites that it was developed for during the Cold War to be able to detect Soviet bombers first of all and then subsequently their intercontinental ballistic missiles, but it also serves as a listening post for underground nuclear tests. This was something that nobody knew until after the Cold War ended. So it's got an interesting heritage in terms of acting as a part of Canadian securities. Le Canada compte la majeure partie des radars du système d'alerte Nord. Ils sont la première ligne de défense nordique de tout le territoire nord-américain et des flancs nord et ouest de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui nous lie à nos alliés en Europe et ailleurs. Le Canada assume 40% des coûts d'entretien des radars, tandis que les États-Unis se chargent du 60% restant. Les radars sont censés détecter des intrusions dans notre espace aérien, qu'il s'agisse d'avions ou de missiles. Nous avons pu entrer dans la station de radar de Cambridge Bay sans caméra, secret défense oblige. Nous y avons passé quelques minutes dans un long corridor désert, tapissé de moquettes brunes, qui sentaient le tabac froid et la poussière. C'était comme faire un voyage dans le temps. The last time that the NORAD detection system was modernized was 1985. Now, we've given some relatively minor updates, but I mean, you can appreciate the difference between what your computer would look like in 1985 and what it would look like now.
Ce système est désuet maintenant et doit être remplacé. On entend beaucoup de promesses, mais présentement, rien de réellement concret en termes de budget, en termes de systèmes qui sont considérés pour remplacer les systèmes d'alerte du Nord. Pourtant, ces radars détectent des menaces réelles. Normalement, tout pilote qui entre dans notre ciel doit s'identifier et obtenir une permission. Mais les Russes ne le font pas toujours. Ils testent régulièrement nos lignes de défense aérospatiale. Au cours des 5 dernières années, les radars ont détecté en moyenne 6 ou 7 aéronefs russes par an, parfois jusqu'à 15 dans la même année. 2 avions russes de reconnaissance anti-sous-marin sont même venus narguer les troupes canadiennes et américaines lors d'un exercice militaire conjoint en mars 2020. Ils ont été rapidement interceptés et escortés par les avions de chasse américains. En plus, les sous-marins russes connaissent nos eaux comme leur cour arrière depuis des décennies. Des cartes soviétiques datant d'avant 1970 montrent qu'ils avaient des données très précises sur le passage du Nord-Ouest qui baigne la côte du Nunavut. Le Canada, lui, ne possède aucun sous-marin nucléaire pour parcourir et cartographier ces eaux hostiles. Ces submersibles gigantesques sont pourtant les seuls capables de naviguer sous la banquise et d'y creuser des trous pour remonter à la surface quand ils en ont besoin. Et les sous-marins ne sont pas les seuls engins de guerre russes à s'être pointés dans l'Arctique canadien ces dernières années. En 1998, un avion de transport militaire russe s'est posé à Churchill, sur le bord de la baie d'Hudson, toutes lumières éteintes. Il est reparti le lendemain matin, sans être contrôlé. Mais le véritable risque, ce n'est pas de subir un débarquement de soldats ennemis dans la toundra arctique. When it comes to Arctic security, it's not only a question of looking at what you can see. It's not only a question of looking at Russian military maneuvers and the opening up of new bases in Siberia. It's about what you can't see. It's about the submarines. It's about the air overflights. And it's about all of the discussion about how the Arctic is going to become more strategically important, not only on the ground, but at sea and in the air. La Russie présente une menace pour le Canada, surtout parce que ces missiles de croisière ou les missiles intercontinentaux ont voyagé à travers l'espace canadien avant de rencontrer des cibles aux États-Unis ou dans le sud du Canada. Trop vieux, nos radars ne sont pas en mesure de détecter les nouvelles technologies de guerre développées par les Russes et les Chinois. Ils sont par exemple aveugles devant les missiles hypersoniques, des engins que la marine russe a lancés sur l'Ukraine depuis la mer Noire durant toute l'année 2022. Ce sont des machines à tuer capables d'atteindre des cibles à plus de 2000 km de distance à une vitesse de 5 fois la vitesse du son. Leurs cibles et leurs trajectoires peuvent être modifiées en plein vol. Les puissants sous-marins russes, comme le Kazan, sont capables d'en lancer. Le Kazan a été inauguré en 2021 et la Russie veut en mettre en service 5 autres d'ici 2030. Il s'agirait du sous-marin le plus dangereux au monde en raison de sa puissance de frappe et de sa furtivité. Nos radars sont aussi incapables de détecter les missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent atteindre des cibles à plus de 5500 km de distance. I think that there needs to be a greater understanding in Canada that the situation is changing very rapidly. That previous Arctic policies that the Canadian government had put out, yes, they are important, and yes, certainly diplomacy is still very key. But we're dealing with a very rapidly changing situation. This is no longer an isolated part of the world. This is a part of the world which is going to get a considerable amount of both regional and international attention. Le retard du Canada par rapport à son vis-à-vis russe est immense. Comparativement à l'Arctique canadien, l'Arctique russe est plus peuplé. Notre Arctique, qui est plus grand que toute l'Inde, compte environ 135 000 habitants. C'est moins que la ville de Saguenay ou que l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. En comparaison, 300 000 personnes vivent dans la ville de Mourmansk, sur la côte arctique russe, où les températures sont un peu plus tempérées qu'à Cambridge Bay. La Russie a réactivé et rénové toute une panoplie de bases militaires de son côté
du cercle polaire depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Cette armada est protégée par des radars et des systèmes de défense antimissiles. Dans ce contexte, le Dr Hubert et le colonel Leblanc estiment que l'unique station militaire arctique canadienne, Alert, est à risque. C'est le lieu habité le plus au nord de la planète. Une cinquantaine de militaires canadiens y sont stationnés en permanence. Ils sont plus proches de Moscou que d'Ottawa, à moins de 3 heures de vol de l'île russe de Rodolpha. De temps en temps, la Russie va lancer des missiles, soit des missiles intercontinentaux, des missiles de croisière, qu'ils vont tester dans leur propre pays. Beaucoup des signes électroniques peuvent être capturés à la base des forces canadiennes à Alert. The importance of Alert is its ability to basically eavesdrop and to draw intelligence and to report on that. La base canadienne d'Alert est non seulement importante pour la défense du Canada et de l'Amérique du Nord, mais aussi pour celle de toute l'OTAN. Sa position critique rappelle celle de Svalbard, un archipel arctique de la Norvège. Svalbard est au cœur de vives tensions entre les Norvégiens et les Russes depuis le début de l'invasion en Ukraine. Moscou estime que les radars de la station satellite Svalsat, la plus grande infrastructure du genre au monde, téléchargent des données stratégiques au profit de l'OTAN. Svalbard is important the way that for Canada, Alert is so important. It's definitely a weak point because we don't like talking about how central it is to what NATO does. Svalbard is an area of insecurity that is starting to appear in the Arctic. Svalbard est un endroit unique au monde. Depuis 1920, un traité atypique reconnaît la souveraineté de la Norvège, mais permet aussi aux 46 États signataires d'y exploiter les ressources naturelles. La Russie exploite du charbon, à perte, depuis des décennies. Elle y a créé un village aux allures soviétiques, Barentsburg. 370 Russes et Ukrainiens du Donbass y vivent. Ils ont même un représentant consulaire sur place. Le village est approvisionné exclusivement par avion, directement de Russie. Dès les premières semaines de l'invasion en Ukraine, en février 2022, Moscou a accusé la Norvège de bloquer le transit de marchandises à destination des Russes de Svalbard. Pour protéger sa population, la Russie a menacé la Norvège de représailles. La Russie multiplie les exercices militaires dans le secteur, en mer de Barents. Ceci crée des tensions de plus en plus importantes avec les pêcheurs locaux notamment. Plus le temps passe, plus les deux pays s'éloignent. Ils avaient l'habitude de mener des exercices militaires communs, mais ils ont été annulés en 2022, pour la première fois en 20 ans. Now there is a great deal of worry that Russia is starting to move a lot of nuclear material into the Russian Arctic. That includes nuclear-powered icebreakers, nuclear engine. That includes warships, and it also includes a new floating power plant, the Academic Lomonosov, which is there to provide energy for the Russian north, but because it's nuclear-powered, there are going to be concerns about safety. So Russia is moving a lot of nuclear material into the region, and yes, that is a security concern for Norway and for much of Northern Europe. Je pense que c'est pas un hasard que maintenant aussi 2 autres pays nordiques, la Suède et la Finlande, ont demandé leur adhésion à l'OTAN, justement parce que les intentions de la Russie ne sont pas perçues comme des intentions amicales. With Russia making it very clear that it sees the Arctic as a major area of foreign policy and security concern, how Norway and other Western countries are going to respond to that is going to be very key. La Russie aurait même déjà lancé l'offensive. En janvier 2022, peu avant l'invasion de l'Ukraine, elle s'en serait prise au câble sous-marin de télécommunications dont la station Svalsat dépend. What that clearly was a demonstration to NATO, if things get out of hand, we're going to cut off your communication. So it was a warning? Oh yeah, it was very clearly a warning. The Russian strategy against us, should things go really bad, is to blind us. That's what they would want to do. So you'd want to cut the cables. You want to take out any immediate response capability. And they demonstrated that to us very clearly with the cable capability.
Les câbles sous-marins forment un immense réseau au fond des océans. Plus de 95% des données que nous échangeons, que ce soit nos courriels ou nos transactions bancaires, passent par ces câbles. Les couper pourrait paralyser toute la planète. En 2021, les armées américaines et britanniques ont mis en garde les Alliés face à la présence accrue de sous-marins russes le long des câbles sous-marins qui relient l'Europe à l'Amérique du Nord. Le sabotage des câbles de Svalbard est passé inaperçu dans la presse internationale et l'identité du responsable reste incertaine. Mais quelques mois plus tard, en septembre 2022, le sabotage d'un autre type d'infrastructure sous-marine critique a fait grand bruit. Quand les gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l'Allemagne, se sont mis à fuir, tous les yeux se sont immédiatement tournés vers Moscou. So, is Canada at risk? Absolutely. There's no question whatsoever. And anybody who is pretending otherwise just simply is, well... La menace est si réelle que pour la toute première fois, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le premier ministre Trudeau se sont rendus à Cambridge Bay ensemble, à l'été 2022. NATO is an Arctic alliance, and of course, Canada's presence in the Canadian Arctic is important. The shortest path to North America for Russian missiles and bombers would be over the North Pole. So therefore, what happens here matters not only for Canada, it matters for the whole alliance. Justin Trudeau n'avait jamais rendu visite aux forces armées en Arctique auparavant. Et avant cette visite, Ottawa avait toujours refusé que l'OTAN soit impliquée dans la défense de notre front nord. Isolés du reste du pays, les résidents de Cambridge Bay étaient aussi heureux d'accueillir les politiciens pour discuter de ces enjeux. À Cambridge Bay, il y a un aéroport, un dispensaire, une école primaire et secondaire et 2 épiceries. 1700 habitants sont rassemblés autour d'une trentaine de rues de gravier où circulent des pick-up et des 4 roues dans un nuage de poussière perpétuelle. Within the 60 years, it's a short period of time where people were living traditionally on the land, living in igloos and tents, and then coming onto the communities, and now we have internet, and we have housing, and we have schools, and we have banks, and so on. And so it's been a huge adjustment in a short period of time. But I find Inuit are very adaptable, and we continue to strive and move forward. L'association pour laquelle travaille Clara Evalik est au cœur du développement économique, culturel et social du territoire inuit au Nunavut. Son objectif est de construire un Nord plus fort, où les citoyens ont les mêmes possibilités que les autres Canadiens, en dépit du faible intérêt du reste du pays pour ce secteur reculé. That you have a Canada sweater. It's Canada Rangers on your dad's shirt, yeah, and on Alan's shirt. Yeah. What is it for you to be a Canadian? Feels awesome. Feels good. Yeah. I'm proud of it. Why? Because I'm an Inuk and I get to go out on the land and do anything on the land. Go stay out on the land, don't need to ask permission from anybody to do anything out on the land. Right, Uncle? For you, Alan, why did you decide to join the Rangers? I joined in July 1987. Long time now. And this Nanook exercise will be your last one? Yeah. Mustn't quit on your sergeant. I need a good man like you.
application. That hook's too heavy or it's good. Jimmy, he's a jack of all trades. He grew up here in the community and went to residential school, and he came back and he was orphaned. So my older brother Charlie fostered him and adopted him. So that's how he became Jimmy Ivalik, and he happens to be my nephew now, and he knows everything about Arctic sovereignty. He just jumps on a cruise and becomes the ambassador of Nunavut, and he's so good at that, and he's amazing, and he's just sharing. He's so sharing of anything and everything, and yeah, I'm so proud to be his aunt, even though he's older than me. My cousin Alan and I were in Shiloh, Manitoba a few years, 2019. 18. We trained over, we prepared over 200 military guys, came up to Cambridge, and this was in the winter time. Yeah. And they also had a dive team, which was pretty neat. They cut a hole in the ocean inside a tent, a heated tent. And the water was just clear, just like glass. You could see the seashells on the bottom. And very light green, the bottom of the ocean. Yeah. Just like you were in Hawaii or somewhere. Russia is just so close to our parts of the Arctic waters. We need to ensure that there's protection of the Arctic. Inuit are not going anywhere. We've lived here for many, many decades, and we will continue to live here because this is part of our life. La vie traditionnelle et moderne inuite est indissociable de l'Arctique et de la glace, de la pêche et de la chasse, de la fourrure et des mines. Mais les Inuits ne sont pas les seuls à avoir l'Arctique dans les veines. Les Russes ont commencé le commerce de la fourrure en Arctique il y a des centaines d'années. Ils y ont fondé une première ville dès 1499. Ils ont même établi des colonies sur un territoire qu'on connaît maintenant comme l'Alaska. Les Tsars ont décidé que c'était trop loin, donc ils ont vendu l'Alaska aux Américains, mais comme maintenant la doxa historique dit que ce qui a été une fois russe a vocation de redevenir russe, c'est déjà entré dans le folklore et dans les affirmations de certains propagandistes du régime que tôt ou tard, on va reprendre Alaska. А Америка пускай всегда помнит. Там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать. Après les tsars, Staline a aussi consacré des ressources au Grand Nord. Il y a forgé le mythe de l'Arctique rouge, développé à grand renfort de travail forcé grâce au goulag. Ces camps de travail ont permis de peupler la région en masse et d'y construire des infrastructures à moindre coût. Quand l'Empire soviétique s'est écroulé, ça a été un très grand traumatisme pour beaucoup de gens. Il y a eu même une vague de suicides. Et je pense que cette verve impériale, cette matrice impériale, elle n'est toujours pas morte. Quand on a fait notre exercice de la sortie du communisme sans effusion du sang, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Ils adoraient le Canada, ils pensaient que c'est une réussite, et en fait, ils ont été aussi pro-américains. Mais pour les Canadiens, ils ont eu une énorme faiblesse de cœur, parce que, vous savez, c'est les pays du Nord, et les Russes adoraient ça. En fait, les relations avec l'Occident
se sont graduellement détériorées et à chaque fois qu'il y a une nouvelle conquête, ça répond à une corde quelconque dans le cœur russe. Pas chez tous les Russes, mais chez beaucoup de Russes. Avec l'arrivée de Poutine, les choses ont graduellement changé. Il tenait à restaurer l'estime de la Russie. Pour lui, l'estime, ce n'était pas l'éducation, ce n'était pas la santé de la population. L'estime, c'était en fait synonyme de crainte, de puissance militaire. On est maintenant dans la confrontation. Et le Nord, notamment l'Arctique et aussi la Sibérie, devient un champ de bataille. Soyons très clairs. La guerre menée illégalement par la Russie en Ukraine, en plus d'être une démonstration alarmante de son mépris pour les frontières internationales établies, a également de sérieuses répercussions pour la sécurité de l'Arctique. L'Arctique est le dernier endroit au monde où les frontières sont encore à définir, et ces frontières sont sous-marines. Selon la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, les pays ont des droits sur les fonds marins et les ressources naturelles qui se trouvent dans la croûte terrestre sous les océans. Pour les établir, ils doivent présenter aux Nations Unies des preuves scientifiques que leur plateau continental s'étend au-delà de 200 000 marins de leur littoral et qu'il est un prolongement naturel de leur masse continentale. Les Russes ont été les premiers à déposer leur dossier de revendication à l'ONU en 2001. Ils revendiquent en particulier la dorsale de Lomonosov, une chaîne de montagnes océaniques qui s'étend sur 1800 km des îles de la Nouvelle-Sibérie jusqu'au Groenland et à l'île Ellesmere, au Canada. Le Canada a présenté son dossier en 2019. D'après ce document, il serait possible d'ajouter 1,2 million de kilomètres carrés à la superficie territoriale du pays, c'est-à-dire autant que 2 provinces des Prairies réunies. Si les Nations Unies acceptent cette revendication, cela donnera aux Canadiens des droits d'exploitation exclusifs sur les ressources naturelles du sous-sol de tout ce territoire. Mais nos voisins arctiques ne sont pas d'accord. Les revendications territoriales des uns et des autres se chevauchent. On va voir comment ces différents dossiers qui ont été déposés vont être interprétés par la Commission pour les limites du plateau continental. Chaque État c'est tout à fait légitime de déposer des revendications, je l'ai expliqué à l'instant, puisque ça fait partie des droits des États côtiers. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a certes l'aspect géologique et géomorphologique qui sont les critères de base, mais il y a aussi une joute un peu politique. On essaye de maximiser sa revendication dans l'espoir qu'il en restera le plus possible et un petit peu, sans doute aussi, pour montrer sa mauvaise humeur. Donc, à ce moment-là, ça envoie le signal que la négociation risque d'être un peu musclée. Qu'est-ce qu'il en sortira? Bon, on ne peut pas en préjuger. De toute façon, vu le nombre de dossiers qui ont été déposés auprès de la Commission des limites du plateau continental, tous ces dossiers n'auront pas été examinés avant 10-15 ans. Donc, on pourra espérer qu'à cette époque-là, les relations entre la Russie, le Danemark et le Canada se seront améliorées. Puisque dans l'état actuel, il est certain que ces négociations risqueraient d'être difficiles. Je vous rappelle que, d'une part, la Russie a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et comme maintenant la Russie devient un pays paria avec cette aventure ukrainienne dont on ne sait pas quand et comment elle finira, je pense que la Russie, si la décision de l'ONU ne lui convient pas, elle va se défendre justement par des moyens militaires. Pour financer ses ambitions arctiques, la Russie a besoin d'alliés puissants. Moscou s'est donc associé à un partenaire riche et assoiffé de ressources, la Chine. Il s'agit maintenant de la rupture définitive entre l'Occident et la Russie. L'OTAN a renforcé en quelque sorte de Poutine parce que l'a jeté dans les bras de la Chine. Russia has quite a few very ambitious Arctic plans in order to develop shipping and infrastructure and railways and roadways. And it simply cannot do that without external assistance. Now, ideally, and this was pre-2014, pre-Crimea, Russia was hoping to get many different countries to come in and provide all kinds of startup money for these projects, and that's simply not possible under current circumstances. So that left China as the primary economic partner.
Xi Jinping s'est investi d'une mission céleste. Il dit qu'il est la seule personne qui peut mener la Chine à bon port, qui peut compléter cette modernisation de la Chine pour que, lors de la célébration du 100e anniversaire de la création de la Chine moderne, en 2049, la Chine soit la première puissance mondiale et qu'elle retrouve la place qu'elle avait occupée pendant 5000 ans. Pour dominer ainsi le monde, Pékin a élaboré l'initiative Ceinture Route ou Belt and Road Initiative en anglais. C'est la nouvelle route de la soie. Avec cet ensemble de routes terrestres, maritimes et ferroviaires et d'infrastructures portuaires, la Chine veut s'approvisionner en matières premières partout sur la planète et exporter globalement ce qu'elle fabrique. Moscou collabore avec Pékin dans cet immense projet. Les deux alliés construisent ensemble des ports, des routes et des ponts, comme celui-ci qui relie les deux pays. Il a été inauguré en grande pompe en juin 2022, pendant que les yeux de la planète étaient tournés vers la guerre en Ukraine. Ils vont réorienter leur économie vers les Chinois. Ce sera fâcheux pour l'Occidentaux et surtout pour les États-Unis. C'est vraiment, pro-occidental que je suis, je préviens les États-Unis, c'est une grande erreur. C'est un problème majeur pour l'avenir. Création d'un bloc économique et militaire entre la Chine et la Russie. La Chine voit la Russie comme une source d'approvisionnement en métaux, en minéraux, en pétrole et en gaz. C'est une source très importante. China has expressed a great deal of interest in cooperating with Arctic states on economic development. And Beijing has also made it very clear that once the Arctic begins to open up, that China is interested and has the right to make use of emerging Arctic sea routes. And Russia has made it very clear that it wants to oversee that process, especially cooperating with China. Je pense que le régime chinois, sans trop porter de front les Occidentaux, soutient Poutine et continuera à soutenir Poutine. Mais la conséquence de cela n'est pas nécessairement très rose pour la Russie, parce que cette fois, c'est la Russie qui se retrouvera dans le rôle du petit frère. Et le grand frère, ou le père des peuples, ça va être plutôt le dirigeant chinois qu'un dirigeant russe. It is definitely that they are an alliance of a convenience right now, just as we see the Russian and Chinese efforts to improve relations with Iran. All of this is very much predicated on sort of the thinking, my enemy is your enemy, so let's be friends. The Russians see the Chinese as somebody that they have to do business with as a response to the sanctions and efforts that the Western states are going. The Chinese see it as an opportunity to take full advantage of the Russians, and they also see it as a means of addressing American hegemonic power. Both the Russians and Chinese, therefore, are served by working together. But do I see a long-term alliance? And the answer is no. Je pense que ce qui risque d'arriver, c'est après la guerre en Ukraine, l'armée russe va être affaiblie. La Russie va être victime de sanctions économiques pendant encore plusieurs années. Et donc, elle risque d'être encore plus, de plus en plus dépendante de la Chine. Le calcul occidental sur lequel il y aura tôt ou tard la rivalité entre la Chine et la Russie, moi je pense qu'il y a beaucoup de propagande. D'une manière générale, je tiens à vous prévenir d'une chose. Au fait, les gens mentent et croient leurs mensonges. Et ça concerne les Russes et ça concerne l'Occident. Et ça, c'est très grave. Qu'est-ce qu'implique la création de ce nouveau bloc économique et militaire pour le Canada? Quelles sont les ambitions de la Chine dans notre Arctique? En septembre 2022, les troupes russes et chinoises, mais aussi indiennes, ont participé à des exercices militaires communs sur la côte est de la Russie. Il s'agissait de l'opération Vostok 2022. 50 000 soldats y ont participé sous l'œil de Vladimir Poutine en personne. Vous savez, la guerre est envisageable simplement parce que les Russes parlent depuis plusieurs années déjà de la Troisième Guerre mondiale et ils disent déjà que cette Troisième Guerre mondiale sera essentiellement la lutte pour les ressources. The world is more dangerous now than at any time since the Cold War and maybe even since the eve of the Second World War. Peu après l'exercice Vostok 2022,
3 navires de guerre chinois et 4 navires de guerre russes, dont un destroyer, se sont présentés en formation groupée au large de l'Alaska, en mer de Bering. Le Canada est-il en danger? Comment se prépare-t-il à répondre à la menace croissante? Pourquoi je suis hyper inquiet? Parce que le Nord, évidemment, on va vers la confrontation. Et c'est une confrontation, je ne suis pas certain que c'est une confrontation sera profitable à qui que ce soit. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde n'a été si proche de la guerre mondiale comme aujourd'hui. Jamais. La plus grande menace sur l'Arctique canadien, telle qu'on peut le comprendre à l'heure actuelle, ce sont les impacts des changements climatiques. So many countries in the Arctic, outside of the Arctic, are seeing the region as a source of metals and minerals, energy, oil and gas, shipping possibilities, fishing. All of that is happening at a very, very rapid clip. On ne dépense pas assez, on n'investit pas assez dans la défense du Canada. Quand on pense au temps qui est requis pour construire un brise-glace, pour construire des navires, chaque jour compte.